généralisons pas l'idée que les gens sont influençables en toutes circonstances dès lors qu'on y mettrait les moyens, dès lors qu'on matraquerait, etc. Il y a des formes de résistance psychique très fortes qui se mettent aussi en place et la plupart du temps, les mécanismes de persuasion sont d'autant plus efficaces qu'on est d'accord pour être persuadé. Vous voyez ce que je veux dire ? Salut tout le monde, je suis Bertrand Lenôtre, podcasteur depuis 2005. Bienvenue dans mon tout nouveau podcast Despropaganda. Vous l'aurez compris, nous allons parler ici de propagande. Oui, je sais, le terme fait un peu vieillot et on ne l'utilise quasiment plus que pour les opérations d'enfumage à très grosses ficelles dans les dictatures. Donc plus souvent que ça en a l'air en fait, vu le nombre de régimes autoritaires dans le monde aujourd'hui. On parlera donc souvent à la place de propagande de manipulation, de communication, de relations publiques, de publicité, de compol, mais aussi de nudge, de soft power, de gaslighting ou d'astro-turfing. D'astro quoi, vous me direz ? Vous voyez, vous aurez sûrement 2 ou 3 trucs à apprendre ou à comprendre dans ce podcast. Et ça tombe bien, moi aussi, c'est même pour ça que je le fais. Et que je vais m'offrir le plaisir d'inviter dans chaque épisode de vrais experts. Ils seront universitaires, chercheurs, journalistes, sociologues ou neurobiologistes, parce que la science aura des choses à nous raconter sur le fonctionnement de nos cerveaux. Ils auront écrit des articles, des livres, fait des enquêtes ou vécu des expériences. Et avec eux, nous raconterons comment la propagande, si elle a maintes fois changé de nom depuis un siècle, n'a pas toujours changé de base théorique, de fondement scientifique et d'objectifs plus ou moins avouables. Nous vous raconterons les théories, les personnages et les événements clés de son histoire et de son présent, de la Première Guerre mondiale à l'Ukraine, de Bernays à Poutine, du tract aux réseaux sociaux. Voilà pour l'envie, voilà pour le menu général de Despropaganda, qui pour la petite histoire tire son nom, et d'ailleurs juste son nom, de Despropaganda Fide, une congrégation missionnaire créée par un pape il y a 4 siècles. Ceci dit, on découvrira peut-être au fil du podcast que les religions ne sont pas totalement étrangères à la structuration des techniques de propagande. Ou pas. Parce qu'ici, on essaiera de penser le plus librement possible, les idées toutes faites et les a priori au vestiaire, et on se livrera à cet exercice de plus en plus rare, penser contre soi-même. Et comme nous avons tous des moi-même différents, ça promet d'être intéressant. À ce propos, et puisque ce podcast est encore en partie une feuille blanche, n'hésitez pas à partager vos idées de sujets ou d'invités par email ou via les réseaux sociaux. Vous trouverez les petits liens qui font du bien sur despropaganda.com. Et pendant que vous y serez, merci de m'aider à faire connaître ce nouveau rendez-vous en lui donnant des étoiles ou mieux encore en vous abonnant sur la plateforme de podcast de votre choix. Nous serons partout ou presque. Voilà pour la présentation. Despropaganda épisode 1, c'est parti. L'invité du podcast Despropaganda, c'est Arnaud Mercier. Bonjour Arnaud Mercier. Bonjour. Vous êtes beaucoup de personnes à la fois dans vos activités professionnelles. On va essayer de résumer tout ça. Vous êtes d'abord professeur en communication à Paris Panthéon-Assas, où vous êtes également chercheur, puisqu'il y a dans Paris Panthéon-Assas le Charisme, qui est le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, dont vous faites partie de façon très ardente, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes coordinateur scientifique du projet européen De facto, de lutte contre la désinformation. Ça nous intéresse au premier plan également dans Despropaganda. Vous êtes responsable de l'observatoire du podcast, l'Obcast. Ça aussi, ça peut nous intéresser. Vous êtes ancien président du site d'information The Conversation France, qui est un site d'information qui reprend en fait des publications, notamment de chercheurs, qui est venu d'Australie. Et il y a, je crois, 7 ou 8 pays dans le monde qui ont leur division The Conversation. Vous avez donc été, depuis la création en France en 2015, le président pendant 3 ans de The Conversation. On pourra en dire un petit mot. Et puis vous avez écrit pas mal de livres. Est-ce que jusque-là, on est bon point d'étape sur votre CV ou est-ce qu'il manque des choses ? Non, ça va. On est pas mal. On peut dire aussi que j'ai quand même créé une licence de journalisme numérique à Metz, qui est devenue un master, c'est-à-dire une formation entièrement dédiée au journalisme numérique et en se posant les problématiques de qu'est-ce que le numérique transforme au métier du journalisme.
Ça va être un des sujets dont on va parler évidemment dans ce podcast parce que ça change absolument complètement la donne, le numérique. Pour les livres, il y a eu pas mal de choses. D'abord, il y a les livres que vous avez publiés aux éditions CNRS, La communication politique en 2008, Le journalisme en 2009, Médias et opinion publique en 2012, 3 livres. Également Fake News en 2021, on en parlera pas mal parce que vous connaissez bien le sujet. Et puis vous avez coécrit Les Gilets jaunes, un défi journalistique en 2022 avec Jean-Marie Charon, je crois, c'est ça, hein, oui. Exactement, qui est une réflexion intéressante en fait sur la déliquescence en fait du rapport entre une certaine opinion publique et la presse. Et ça a été violent pour les journalistes de découvrir ça lors des Gilets jaunes, et puis pas mal d'ouvrages collectifs et beaucoup d'articles également, et notamment un qui m'intéresse particulièrement, c'est sur le fameux viol des foules de Tchakoutine, qui est un livre de 1939, et vous avez fait tout un long article pour essayer de montrer à quel niveau ce livre-là est encore d'actualité, et pourquoi il a été mal interprété parfois, voire même un peu méprisé par certains lorsqu'on parle de propagande et de manipulation. Voilà à peu près les sujets, donc autant dire qu'on pourrait faire une 50aine de podcasts d'1 heure, on va essayer d'en faire un déjà ensemble, pour parler de vos sujets de prédilection, comme politique, communication politique, journalisme et fake news. Déjà sur la Compol, parce qu'on dit comme ça, vous faites, vous, une distinction très nette entre marketing politique et communication politique. Est-ce que vous pouvez nous le dire, comme ça on est bon sur la définition même ? Oui, le marketing politique n'est qu'une composante de la communication politique. En fait, le marketing politique, c'est assez simple. C'est effectivement une méthode d'analyse stratégique qui consiste à utiliser un certain nombre d'outils à disposition fournis par le marketing commercial à l'origine afin de vendre des candidats lors d'une élection ou vendre des politiques publiques lors d'une communication marketing gouvernementale. Alors que la communication politique me paraît relever d'un ensemble beaucoup plus large d'actions, de communication, puisque on va y trouver toutes les formes de propagande, y compris propagande de guerre ou des choses comme ça. Bien sûr, toutes les opérations de désinformation, les opérations d'influence qui ne sont pas directement inspirées du marketing, qui peuvent utiliser des outils subversifs, cachés, etc. Et puis, de façon encore plus générale, je pense qu'il y a, je défends l'idée qu'il existe une anthropologie politique de la communication, au sens où aucun détenteur du pouvoir ne peut se permettre de ne pas communiquer et de ne pas agiter, mobiliser, manipuler des symboles à des fins de mobilisation, de justification de son pouvoir et à des fins de monstration de l'utilité qu'il y a pour les assujettis à obéir au pouvoir et à suivre la ligne qu'il propose. Et donc, je défends l'idée que bien avant le marketing politique, il y a des formes de communication politique depuis l'origine des sociétés organisées, des sociétés politiques. Ce qui m'amène dans un cours de communication politique justement à travailler sur les différentes formes de mise en forme du pouvoir, de mise en scène du pouvoir, sous toutes les latitudes, dans toutes les sociétés et toutes les civilisations, sociétés africaines, océaniennes, la Rome antique, et tout ce que vous voulez. Enfin, je ne connais aucun régime qui, à un moment ou à un autre, ne s'est pas posé la question de sa mise en forme pour montrer la légitimité qu'il y a à obéir à ces injonctions. Donc voilà pourquoi je pense que la communication politique est beaucoup plus large que le marketing politique. Un petit mot donc du journalisme aujourd'hui en 2024. On dit beaucoup qu'on est dans un monde de post-vérité, ça c'est quelque chose qui circule beaucoup. Tout le monde met une définition un peu différente à cette notion de post-vérité. En fait, j'ai l'impression que vous la voyez plus comme une post-factualité en fait. Est-ce que le réel n'a pas finalement disparu du champ médiatique et du champ journalistique, en partie en tout cas, depuis quelque temps ? Effectivement, dans l'idée de post-vérité, circule implicitement une sorte de représentation qui est très fausse, qui serait que la notion venue de l'anglais post-truth serait que avant on se disait la vérité, les politiques mentaient pas, puis maintenant ça serait le règne du mensonge ou quelque chose comme ça. C'est évidemment pas du tout ça. En fait, moi je défends l'idée qu'il existe dans le fonctionnement de nos sociétés des moments historiques
où l'attachement aux faits est moins important. La post-vérité, c'était le dessinateur Xavier Gors avec ses petits pingouins là qui l'avait très bien défini. Il avait dit voilà, les faits sont complètement démentis par mon opinion. C'est-à-dire que la post-vérité, c'est le moment où finalement vous avez un certain nombre de gens qui considèrent que la vérité, les faits, la factualité, c'est pas si important que ça, parce que ce qui prédomine, c'est le fait d'être conforté dans mes opinions, c'est le fait d'arriver à imposer mon point de vue, mon idéologie sur ma lecture du monde, sur les autres récits, sur les autres populations qui ne voient pas les choses de la même manière. Et donc, j'allais dire, dans ce cas-là, à la fois tous les coups sont permis et en même temps l'aveuglement règne en maître. Et vous avez Charles Maurras au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple, qui illustre très bien ce moment de post-vérité qu'a pu être l'affaire Dreyfus, où finalement la factualité n'était pas tellement le sujet pour un certain nombre de gens, puisque l'idée c'était qu'il fallait défendre l'honneur de l'armée et en même temps exprimer son antisémitisme qui régnait en maître à la fin du XIXe siècle en Europe et pas qu'en France, et où donc finalement, lorsque on fabrique un faux document pour accuser Dreyfus, pour essayer de conforter la thèse de l'armée, et qu'on arrive à prouver grâce au colonel Picard que c'est un faux, Maurras dit mais c'est un faux patriotique. C'est un faux patriotique, sous-entendu, puisque ça sert la patrie, ça sert sa vision en tout cas à lui de la patrie et de l'honneur de l'armée. Ben, c'est pas bien grave que ça soit faux, parce que finalement c'est plus important. Donc je pense qu'il y a des moments dans l'histoire, quand il y a une très forte idéologisation et une très forte polarisation, ce qui est à nouveau le cas chez nous en Occident, eh bien vous vous retrouvez avec des moments de post-factualité. Arnaud Mercier, parlons un instant de ce que le numérique a changé depuis, on va dire, 25 ans. On était dans un monde qui était très très vertical juste avant. Le numérique, et notamment à partir de ce qu'on a appelé le Web 2.0, a amené une forme d'horizontalité, de discussion. Ça a permis de changer un petit peu la donne. Et on est dans un monde qui, d'une certaine façon, accepte l'horizontalité, mais refuse aussi de laisser passer toute verticalité. On est dans quelque chose qui est une confrontation entre les deux aujourd'hui. Et en préparant un peu cette émission, vous m'avez dit, en fait, la crise, elle est à l'intersection des deux, d'une certaine façon. C'est là que ça frotte. Oui, moi, je pense vraiment que la crise de confiance que l'on peut avoir entre une partie de l'opinion publique et les médias et les politiques et de façon générale tous ceux qui sont dans des figures de sachants, qui sont censés être légitimes, à détenir une certaine forme d'autorité, à détenir le langage, du coup, cette crise, c'est celle effectivement du point de rencontre entre la verticalité du savoir, de l'autorité, du discours et l'horizontalité, qui n'est pas qu'une horizontalité de réception plus ou moins passive, mais qui est une horizontalité active dans laquelle cette horizontalité de l'Internet fait que les gens aspirent à être reconnus comme étant eux aussi détenteurs d'une capacité à s'exprimer, d'une capacité à détenir des connaissances, du savoir. Il y a une aspiration à dire nous pouvons nous aussi avoir accès au savoir, etc. Mais enfin, avoir accès à une information, ça ne veut pas dire bien l'interpréter. Et donc, c'est exactement un très bon un exemple de ce que j'appelle cette crise de la rencontre entre une verticalité des savoirs et une horizontalité des aspirations à être reconnus comme étant détenteurs d'un savoir légitime également et d'une prise de parole légitime. Et il me semble que cette crise ne peut pas se résoudre en affichant encore un peu plus de verticalité. Ce qu'il faut, c'est que ceux qui sont dans les figures de sachants acceptent l'idée que il faut aller dialoguer aussi avec ces gens dans une certaine forme d'égalité, quitte à sortir un peu de son piédestal. Et je pense qu'un très bel exemple de ça, ce sont je donne un exemple parmi d'autres, les tentatives faites par un certain nombre de médecins, de biologistes, de devenir plus ou moins des influenceurs, j'ai horreur de ce terme, mais on se comprend au sens actif sur les réseaux sociaux, pour débunker un certain nombre d'idées fausses sur les choses et de faire des petites vidéos rigolotes, etc., en disant mais non, là, attendez, ça peut pas marcher, voilà. Et donc, vous avez
cette idée que plutôt que d'enfiler une deuxième blouse blanche sur votre première blouse blanche en doctant savamment sur ce qu'est la science, la médecine, etc., vous vous adaptez à votre public, vous allez à leur rencontre, vous utilisez les mêmes outils, les mêmes canaux pour essayer de faire passer un message plus vulgarisé certes, mais qui peut mieux sensibiliser les gens et qui surtout ne donne pas le sentiment aux gens qu'on les méprise. Vous voyez, c'est qu'on les écrase d'un savoir. Et Dieu sait que dans le monde médical, malheureusement, la posture peut être souvent un peu méprisante. Y compris Didier Raoult, on voit bien comment il est sûr de lui et dominateur dans sa façon de s'exprimer, même quand il a manifestement tort. Et donc, il faut, je pense, repenser la relation entre les sachants et l'opinion publique, en allant sur le même terrain, celui de l'Internet, etc., de façon à essayer de reconfigurer le lien de confiance qui existe entre les deux. Arnaud Mercier, j'aimerais bien qu'on fasse ce qu'on va faire régulièrement dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on parle d'une personnalité, d'un livre, bref, d'un événement, d'un marqueur finalement de l'histoire de la propagande, pour le dire très largement. Alors cette histoire-là, en matière de livre, elle commence beaucoup avec Psychologie des foules de Gustave Le Bon en 1895, qui est un peu la base à partir de laquelle des Édouard Bernays et d'autres vont réfléchir et écrire Propaganda un peu plus tard. Et il y a un livre qui est vraiment fondateur aussi d'une pensée, d'une réflexion sur la propagande, c'est Le viol des foules par la propagande politique, le livre de Sergueï Tchakotine de 1939, première version, et ensuite deuxième version en 1952. Vous avez fait tout un long article passionnant là, sur ce livre-là, parce que c'est un livre qui est considéré comme étant un livre important, mais qui a été souvent dévalorisé parce que Tchakotine parlait notamment de Pavlov. Alors Pavlov, ça renvoie au siècle d'avant un tout petit peu dans les esprits, et on se disait, ça y est, il nous fait de la cuisine avec des vieilles recettes. Et en fait, il essayait de reconstruire une pensée. Qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qui fait la force actuelle dans la réflexion de ce livre-là de Tchakotine, selon vous ? Je trouve que Tchakotine a essayé de tenir une position qui n'était pas facile, qui est une position dans laquelle il combine à la fois une approche qu'on qualifiera, pour faire simple, de biologique, une approche sociologique, au sens faire œuvre de réflexion sur le fonctionnement des sociétés telles que les sciences sociales l'imaginent, et en même temps d'une réflexion politique, puisqu'il a été un praticien de la propagande lui-même, notamment contre le nazisme en Allemagne. Et donc, dans les années 30, en fait, Tchakotine, il fait avec les moyens de son époque. C'est-à-dire, c'est encore assez naissant, la partie biologie et puis ce qu'on n'appelle pas encore la neurologie et encore moins les sciences cognitives, mais c'est quand même ça. Il cite des auteurs qui ont commencé à travailler sur la manière dont le cerveau fonctionne. Il cite évidemment Freud. Donc il a l'outillage conceptuel de son époque. Mais grâce à cet outillage conceptuel, qui certes peut apparaître aujourd'hui comme un peu frustre par rapport à tout ce que les sciences cognitives, donc toutes les sciences... j'allais dire sciences dures, de mécanismes de connaissance du cerveau nous apporte aujourd'hui, il fait œuvre utile pour son temps, pour essayer de montrer que si on veut réfléchir aux mécanismes politiques et sociologiques de soumission des foules à la séduction verbale, symbolique, de personnalités politiques plus ou moins démagogues, etc., il faut s'interroger sur le fonctionnement des affects, le fonctionnement de notre cerveau, et il propose une théorisation qui est celle de son temps, mais qui est une théorisation dans laquelle il se dit, voilà, finalement... il y a un certain nombre de besoins psychologiques, physiologiques pour les humains, et que ces besoins sont autant de ressorts sur lesquels des démagogues peuvent appuyer pour essayer de séduire les foules, de les conditionner. Donc il a une perspective qui est intéressante à mon avis de ce point de vue, qui consiste à dire la symbolique politique, les discours politiques... pour séduire et conditionner les masses, doivent
venir taper sur un certain nombre de cordes psychiques et physiologiques qui sont le propre de l'être humain, le besoin de survie, le besoin de se reproduire, etc. Donc, il dégage 4 grandes catégories de besoins et en disant, finalement, les discours politiques qui marchent, c'est ceux qui arrivent à répondre à un ou plusieurs de ces besoins et qui mettent les choses en scène. Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Tchakotine, c'est qu'il rappelle qu'il a été le ferment d'une contre-propagande hitlérienne lors d'élections en 1932 en Hesse, avant les élections générales de 1933, qui ont vu l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, et où il a réduit le score du NSDAP, le parti nazi, en disant, après tout, ils utilisent des symboles mobilisateurs, nous aussi, donc il va faire les 3 flèches contre la croix gammée. Il y a un uniforme, nous aussi, ils ont le bras levé, nous on va faire le tendu du salut hitlérien, nous on va faire le poing levé, etc. Et il va utiliser finalement les méthodes de son adversaire, non pas par mimétisme simple, genre il faut faire la même chose qu'eux, mais en changeant un petit peu la façon de présenter les choses, mais en se disant, si ça marche, c'est parce que ça répond à des mécanismes psychiques profonds. Comme je connais ces mécanismes psychiques profonds, je vais moi-même essayer d'y apporter une réponse en utilisant les choses. Et donc, je trouve intéressant de voir qu'il a pu démonter les mécanismes du succès du nazisme, mais aussi les mécanismes de succès d'une contre-propagande au nazisme, sachant que une fois que, évidemment, Hitler est arrivé au pouvoir, il a été expulsé d'Allemagne, il est parti au Danemark, puis après en France, où avec Marceau Pivert, il a été à la tête, au sein de l'AICFIO, d'une volonté, là aussi, d'apporter dans la propagande socialiste française un discours de contre-propagande face au succès des mouvements fascistes en France. Ça, c'est vraiment un enseignement intéressant parce que lui dit contre les fascistes, il y a eu une propagande qui s'est mise en place, mais elle avait des formes attristées, je crois que c'est le terme exact. En fait, on donne à l'adversaire toutes les accusations, on l'accuse d'atrocité, on l'accuse de plein de choses. En fait, on renforce, on lui donne de la force, comme on dirait aujourd'hui d'une certaine façon, et c'est une mauvaise tactique parce que finalement, tout ça devient trop doctrinaire, trop abstrait, et c'est ennuyeux et insipide pour le public, alors qu'il faut, au contraire, prendre les codes de l'adversaire, les renverser d'une certaine façon, prendre les logos, les renverser. Voilà, et ça, c'est une vraie leçon aujourd'hui. Avec l'idée qu'on répond, parce que ce qu'il faut, c'est apporter une réponse à des besoins psychiques profonds. Et de ce point de vue, je pense que, j'allais dire, là aussi, épistémologiquement, je pense que Tchakotine a fondamentalement raison et que jamais personne ne pourra démentir ce qu'il a prouvé. Maintenant, la question, c'est qu'effectivement, une partie de son interprétation de ces mécanismes psychiques apparaît sans doute un peu frustre, pas assez élaboré par rapport à tout ce que l'on peut savoir depuis. Avec les neurosciences sur notamment. Les mécanismes du cerveau, la neurologie, les sciences cognitives. Donc, mais pour moi part, je pense que c'est un livre fondateur parce que même si cette application de la biologie de Pavlov, avec son histoire de conditionnement du chien, etc., est certes un peu cavalière par rapport au conditionnement de l'être humain, sur le fond, si vous voulez, je pense que ça correspond à une intuition qui est vraie, mais même si, j'allais dire, des étapes de sa démonstration, si j'utilisais une métaphore, je dirais que il a trouvé le résultat à une équation, mais pas par la bonne méthode. Mais pourtant, il a trouvé le bon résultat à la fin. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais qui est toujours d'actualité, parce que si on regarde ce qui se passe, on est en pleine période d'élection, si on regarde ce qui se passe dans le combat de certains contre le Rassemblement national, contre les idées d'extrême droite, on est exactement dans le schéma qu'il dénonce. C'est-à-dire qu'il y a une diabolisation qui est faite en permanence, mais il n'y a pas de proposition
qui soit emballante d'une certaine façon de l'autre côté. C'est-à-dire que chacun se définit contre son ennemi, mais pas pour ses propres idées. Il y a un petit peu de ça, et c'est très très marqué dans cette campagne qu'on vit en ce moment, par exemple. Oui, vous n'avez pas tort. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que de ça. Si on prend par exemple la manière dont les macroniens font campagne aujourd'hui, on voit qu'ils font les deux quand même. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois une stratégie de diabolisation très claire de leur opposant et singulièrement du Rassemblement national, mais en même temps, pour être macronien, en même temps, justement, Emmanuel Macron, et il refait un discours de la Sorbonne, cette espèce de discours de la méthode qu'il avait déjà fait en 2017, il reprend en avril, ce 22 avril, ce discours de la Sorbonne pour dire, vous voyez, il y a une méthode de l'Europe, il y a une vision positive de l'Europe. L'Europe peut être un bouclier, peut être un ferment d'innovation politique et de protection économique, industrielle, etc. Donc, je pense qu'il fait les deux. Mais c'est vrai que se contenter de ne faire que dénigrer l'adversaire ne produit pas de très bons résultats. D'ailleurs, on pourrait dire que depuis l'émergence du Front National au milieu des années 80 comme une force politique notable, tout le discours de dénigrement n'a manifestement pas servi à l'éliminer. Il a fait que renforcer plutôt eu visiblement l'effet inverse. Donc, je pense qu'effectivement, se contenter d'être dans une posture, on va dire, agressive, dénonciatrice, sans avoir la partie positive, sans avoir la partie en quoi mon programme répond à un certain nombre de besoins psychiques, physiologiques, sociologiques, profonds, tels que Tchakotine avait pu en dessiner les choses, même si depuis on a amélioré, j'allais dire, la grille de lecture, bien c'est sûr que ça ne suffit pas et que ça peut même produire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça soude ceux qui sont prêts à voter pour cette force opposante en disant nous sommes attaqués, nous sommes agressés, etc. Donc ça ne suffit pas, ça c'est très clair. J'aimerais remercier qu'on termine avec une pensée de Tchakotine pour vraiment boucler la boucle, qui donc en son temps disait que pour lui les démocraties reconnues comme telles ne l'étaient pas vraiment, parce que l'énorme majorité des citoyens de ces démocraties sont en fait des citoyens de deuxième classe. Ils sont violés psychiquement, c'était le terme vraiment de Tchakotine, le viol psychique par la propagande qui est détenue par une caste dirigeante qui s'arroge le droit de parler au nom des masses. Ça, c'est ce qu'il disait il y a un paquet d'années maintenant, 70 ans pour la dernière version de son livre. Est-ce que c'est encore d'actualité ? Je crois que moi, je ne suis pas favorable à la métaphore de Tchakotine sur le viol. Parce que finalement, qu'est-ce que tous les travaux de psychologie sociale et de neurologie nous ont appris, c'est que vous êtes d'autant plus susceptible d'être influencé que vous êtes ouvert à l'influence. Et que, parce que dans le viol, il y a l'idée finalement de quelque chose qui n'est pas consenti. Alors que ce que nous montrent tous les travaux depuis, c'est que l'influence est d'autant plus forte que vous êtes ouvert à l'influence, que vous êtes en situation, en demande de guidance, disent les psychosociologues. C'est-à-dire que, alors, je vais commencer par le bon sens populaire, comme disait mon grand-père éleveur de bœufs, mais il répétait toujours, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, si vous n'êtes pas prêt à croire aux bienfaits des vaccins, parce que pour x, y raison, vous êtes méfiant, etc., eh ben, vous pouvez faire toutes les campagnes publiques que vous voulez, vous aurez énormément de mal à convaincre les gens qu'il faut aller se faire vacciner. D'accord ? Et on voit bien comment le refus de la vaccination sur le Covid, chez certains, s'est enquisté sur un terrain qui était un terrain de défiance préalable des vaccins en général et sur lequel le vaccin Covid est devenu j'allais dire, un cas emblématique de la résistance qu'il fallait avoir face à toute idée de vaccination. Donc, le viol, moi je me méfie de cette métaphore et j'y privilégie plutôt l'idée d'une auto-persuasion
parce que vous êtes susceptible d'accueillir les choses. Alors bien sûr, il existe des gens qui n'ont pas d'idées préalables sur les choses, justement, et ça c'est un biais cognitif très 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 connu, c'est le biais cognitif d'ancrage, c'est-à-dire que face à une situation sur laquelle vous n'avez aucune information, on sait que l'opinion qui va se dégager chez vous suite à une toute première confrontation à un phénomène, à une connaissance, à un élément, va marquer durablement votre construction psychique et fait que ça va être beaucoup plus difficile d'aller à l'encontre, d'être ouvert à de nouvelles opinions, dès lors que lorsque l'opinion s'est ancrée, au sens vraiment d'une encre de marine, eh bien, elle s'est inscrite, par exemple, de façon négative, et vous allez devenir beaucoup plus difficile à convaincre du caractère positif d'un phénomène, dès lors que la première confrontation avec ce phénomène a amené à avoir une opinion négative. Vous voyez ça. Donc, sur le viol, moi, je me méfie de cette métaphore. Et je dis, regardons quand même ce qui se passe dans le psychisme concrètement. Et à cet égard, je pense qu'il faut défendre une vision quand même plus, comment je vais dire ça, plus démocratique finalement de la capacité des gens ordinaires à être ou pas influencés. Je pense que dans le viol psychique des foules, même si Tchakotine ne cachait pas ses opinions socialistes, favorables aux classes populaires, etc., eh bien, il peut toujours se cacher une forme un peu de mépris vis-à-vis des gens. Moi, je suis pour dire, attention, ne généralisons pas l'idée que, par définition, les gens sont influençables en toutes circonstances, dès lors qu'on y mettrait les moyens, dès lors qu'on matraquerait, etc. Il y a des formes de résistance psychique très fortes qui se mettent aussi en place, et la plupart du temps, les mécanismes de persuasion sont d'autant plus efficaces qu'on est d'accord pour être persuadé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois bien, parce que c'est tout le débat de ce podcast, en fait, que vous venez de résumer en quelques phrases. C'est à peu près là-dessus qu'on va essayer de parler tout au long des épisodes. En fait, c'est ça. Il n'y a pas du tout cette espèce de vision qui soit très directive, et qui est issue d'ailleurs de Gustave Le Bon, qui avait une vision très très radicale. En fait, les foules sont abruties par essence, et il y avait une vision très condescendante en fait de la population, qui a perduré assez longtemps, reprise par Edouard Bernays et par d'autres derrière, par Lippmann en partie aussi, voilà, mais qui aujourd'hui est difficile à considérer, parce qu'en plus les neurosciences nous apprennent qu'on fonctionne de façon beaucoup plus différenciée que ça, et qu'on n'est pas... Voilà. Et puis il y a un autre phénomène qui change complètement par rapport à toute cette époque, fin du 19e et début du 20e, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, nous vivons dans des sociétés individualistes de masse, et non plus dans des sociétés de masse. C'est-à-dire que la structuration psychique et sociologique de chacun, et c'est quelque chose qui est beaucoup moins dépendant des solidarités acquises, héritées, qui ferait que comme je suis paysan, comme mes parents sont paysans, je vais finir paysan, comme mes parents sont ouvriers, je suis destiné à devenir ouvrier, comme j'ai pas accès aux études, de toute façon je suis obligé de reconduire ma condition de classe. Comme j'ai accès aux études, évidemment je vais avoir une position favorable dans la société, comme papa et maman, etc., etc. On est quand même moins, j'ai pas dit pas du tout, mais on est moins dans des positions de reproduction systématique de classe, d'appartenance communautaire, et on est beaucoup plus dans l'affirmation de l'individualité. C'est quand même un phénomène massif. Vous avez un sociologue français qui s'appelle Danilo Martuccelli qui parle de grammaire de l'individu, en essayant justement de réfléchir à comment la sociologie est bouleversée par l'avènement de cette revendication. On est un petit peu loin de la radicalité bourdieusienne, en fait. Oui, absolument. On n'est pas du tout dans la reproduction, le machin. Il dit, finalement, on a ce qui se passe de plus en plus, c'est la négociation individuelle de son identité sociale.
Par exemple, voilà, moi, je pourrais dire, je suis professeur, voilà, c'est mon métier, donc je me définis comme ça. Pendant très longtemps, on s'est défini par son métier. Je pourrais dire, j'appartiens à la classe moyenne ou je sais pas quoi, parce que ma mère était instite ou quoi. Enfin bon, bref, vous voyez. Donc, de par mon héritage, etc. Or, ce qui se passe, c'est de plus en plus la revendication d'une identité choisie qui n'est pas seulement une identité héritée et qui est une identité patchwork, composite, faisant sens grâce à ce qui me paraît important. Et si j'ai décidé, voilà, moi, il y a 3 choses qui me définissent. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Je suis motard, voilà, je suis en Harley Davidson, etc. Je fais du point de croix. Voilà, j'adore ça, j'adore le tricot, le point de croix, etc. Et puis je suis homosexuel, voilà. Et j'ai décidé que mon identité sociale, ça serait homosexuel, motard, spécialiste du point de croix. Je dis absolument n'importe quoi. Mais et de plus en plus, on est dans ces sociétés où effectivement l'identité sociale se veut est une identité affinitaire. C'est-à-dire que c'est par ceux avec qui je me sens bien, avec qui je partage une même vision, une même passion, etc., que je vais me définir, et non pas comme je suis français parce que je suis né en France et j'ai hérité de ça, je suis prof parce que voilà, c'est mon métier qui est le plus important, toute mon existence sociale se définit d'abord et prioritairement par mon métier, et du coup je suis solidaire de ceux qui exercent le même métier, donc on a la classe ouvrière, on se sent vraiment tous solidaires, tous ensemble, etc., alors qu'en fait c'est beaucoup plus disparate que ça, beaucoup plus en patchwork, et cette aspiration profonde à l'individualisation de notre identité, de nos reconnaissances sociales, elle va de pair à des formes plus grandes de résistance à tout ce qui va être des messages d'identification collective. Écoutez, vous êtes bien gentil avec votre patriotisme, mais même moi, je suis d'abord motard, homosexuel et fan du point de croix, quoi. Voilà, je suis pas d'abord français. Vous êtes gentil, mais voilà. Donc il y a plein de façons d'envisager ces types d'identification qui vont, pour partie, à l'encontre de tout ce qui va être les grands récits politiques, ceux de la fin du 19e et du 20e siècle, autour de la classe ouvrière, parce qu'il y a le mouvement socialiste, autour de l'identité ethnique, la race supérieure aryenne, etc., qui marchait beaucoup mieux, j'allais dire, à une époque où le communautarisme au sens de la grande communauté, je ne parle pas au sens où on l'entend aujourd'hui comme petite communauté d'eux, mais au sens où l'identification sociale était très largement héritée. C'est tous les travaux de Durkheim, qui est un des pères fondateurs de la sociologie fin 19e, début 20e, c'est justement ça. La sociologie nous dit comment analyser ces grandes figures d'identification collective, alors que la sociologie du début du 21e siècle nous dit comment essayer de comprendre la façon dont chaque individu tricote un tout petit peu son identité, trouve ses points de marginalité, ses points d'affirmation, parfois contre les récits nationaux, les récits globaux, les récits... et même à l'intérieur de la classe ouvrière, vous avez, par rapport à un idéal de la classe ouvrière qui est forcément solidaire, vous avez des gens qui disent t'es gentil, mais moi je suis pas un ouvrier comme toi, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, parce que c'est pas ça qui l'emporte. Il n'y a pas que ça. Voilà. Donc je pense que il faut pas non plus accabler les penseurs d'une époque. C'est pour ça que moi je pensais important de réhabiliter un peu Tchakotine dans l'article que j'ai fait là pour question de communication. Parce que faut pas l'accabler avec les yeux du 21e siècle sur ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait à l'époque où il l'a fait, c'était déjà très bien, quoi. C'est dans le numéro 42 de Questions de communication précisément que vous avez écrit cet article sur Tchakotine. Merci pour cette précision, parce que c'est vrai que cette société de l'individu telle qu'on la vit aujourd'hui, ça remet en cause toutes les pensées sur une opinion publique, des classes sociales, bref, des espèces de grands champs humains bien définis. On n'est plus du tout là-dedans.
Pour reprendre une phrase de Jacques Ellul qui dit « on est tous des propagandés », en fait, on est tous des propagandés, mais on est tous aussi des fournisseurs de propagande, son propre récit, son propre storytelling, on le fournit comme ça au monde et on demande à ce que le monde l'accepte. Donc finalement, on a une horizontalisation de la propagande avec des mini-propagandes individuelles qui se diffusent comme ça potentiellement. Individuelles et cherchant à se regrouper dans des collectifs, collectifs d'identification, mais qui ne sont pas des collectifs à échelle nationale, mais qui sont des collectifs... les tribus que définissait Maffezoli il y a 30 ans à peu près. Éventuellement, oui. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. On termine par peut-être une petite recommandation. Est-ce que vous avez un livre, un film, quelque chose à recommander qui vous marque ces derniers temps et que vous voudriez partager ? Moi, j'ai bien aimé un livre de David Chavalarias qui s'appelle Toxic Data. David Chavalarias est un informaticien au CNRS et qui travaille sur l'identification de tout ce qui est fake news et réseaux de diffusion de fake news et communautés de partage des fake news. Et c'est très intéressant de voir à partir d'un outillage informatique très performant pour identifier les réseaux de diffusion, etc., comment se construisent des communautés de partage et d'influence, de contre-influence, etc. Et je pense que c'est sur ces questions de mise en circulation d'éléments de désinformation au sein des réseaux sociaux, c'est un ouvrage vraiment intéressant qui doit dater d'il y a 1 an et demi ou 2, pas plus. Vous nous rappelez le titre ? Toxic Data. Toxic Data, c'est facile à retenir. Merci beaucoup, Arnaud Mercier. Merci à vous. Voilà, c'était le tout premier numéro de Dépropaganda. Merci et bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Petit message important, j'ai besoin de vous pour faire connaître ce podcast, pour être visible dans les classements des nouveautés sur les plateformes. Donc merci de vous abonner, merci de partager. Ce sera votre façon d'aider ce podcast à trouver son audience. Pour échanger, les portes d'accès sont grandes ouvertes via depropaganda.com. À très vite pour un nouvel épisode.